Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je vais reprendre quelques questions qu'on a déjà reçues sur le forum. Donc, beaucoup de questions sur les matériaux de conservation. Effectivement, vous l'aurez compris de ces différentes interventions que tout ce qui est d'habitude majoritairement utilisé pour la conservation des collections, c'est-à-dire les polyéthylènes, les polyesters, peuvent créer des effets chimiques instables et du coup poser des problèmes en termes de conservation du PVC. On a déjà vu effectivement que le Melinex ne pouvait être utilisé. Je pense qu'il en est de même. C'était une question pour Stéphanie Quentin d'un intissé de type Tivec qui est un petit peu un des saints matériaux du conditionnement. Écoutez, le Tivex, c'est du polyéthylène haute densité, donc il y a des chances que ça fasse les mêmes résultats, je pense. Pour éviter tout emballage, polyéthylène, ça c'est clair, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des matériaux cristallins qui vont avoir une affinité avec le plastifiant, mais ne pas le conserver. À l'intérieur. Les cintres, même chose. Alors justement, d'autres questions qui étaient destinées à Monsieur Landry. Alors, est-ce que les objets dégradés que vous avez au sein de vos collections ont fait l'objet d'un reconditionnement plus adapté? Est-ce que peut-être cette journée d'études vous permettra d'avoir de nouvelles préconisations à faire? Et puis, une deuxième question, si vous ne disposez pas de la documentation pour certaines pièces, comment est-ce que vous pouvez procéder à l'identification des matériaux et donc au choix de bons matériaux de conditionnement? Malheureusement, lorsqu'on n'a pas la documentation, on n'a aucune possibilité de trouver l'information des composants constituant la matière. Donc, malheureusement, on est un peu limité. Et concernant le conditionnement, c'est un peu la même chose dans le sens où, bien évidemment, on utilise du papier de soie et tout ça. Mais si l'objet est vraiment très dégradé, je préfère le laisser dans son état dans lequel il est et pas aggravé en utilisant des matériaux pour lesquels on n'a pas vraiment, on ne sait pas s'il va y avoir une dégradation au contact. Donc malheureusement, en fait, on n'a pas vraiment de solution. Ce qu'on essaye de faire, comme j'ai pu le montrer, c'est bien sûr s'il y a un cintre en plastique et qu'il a occasionné des dégradations, on essaye de le remplacer et de mettre des cintres rembourrés. Mais malheureusement, on n'a pas de solution miracle pour conditionner ces objets en plastique. Et alors justement, pour continuer un petit peu sur ces questions, des demandes de compléments pour Clémentine Bollard. Donc, quelles sont à ce moment-là les techniques que vous privilégiez pour les œuvres en PVC plastifié? Eh bien, ça dépend. ça dépend des cas. En fait, après, ce projet, en fait, on a sélectionné certains agents de nettoyage pour couvrir un petit peu. Enfin, on a utilisé un agent gélifiant, enfin, en tout cas le PMILEN TR2, mais qui comporte des propriétés tensioactives. Donc, du coup, on avait ces propriétés-là qui étaient testées. Ensuite, on avait du tricitrate d'ammonium aussi, donc un agent chélatant. Et puis, on avait le solvant. On n'a testé qu'un solvant, mais bon, de toute façon, comme je l'ai expliqué, c'était déjà beaucoup. Donc après, voilà, on a déjà des premiers résultats qui indiquent des tendances. Ensuite, effectivement, les techniques aqueuses posent a priori pas trop de problèmes, peut-être sauf pour des PVC qui sont vraiment peut-être plus altérés. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'a montré l'étude. Donc après, ça dépend vraiment des cas. Mais l'information principale, en fait, c'était de savoir si cette large gamme d'agents de nettoyage qui sont quand même assez couramment utilisés en conservation-restauration induisait vraiment en fait, des changements notables et catastrophiques sur le matériau. Et on s'est rendu compte que oui, globalement, en fait, de toute façon, à chaque fois qu'on fait une action sur un matériau, on induit des changements. C'est de toute façon indéniable, mais qu'il restait modéré. Donc après, en fait, comme pour tout objet, en fait, on adapte nos techniques aux besoins. On n'a jamais la même substance à nettoyer sur la surface, donc il n'y a pas de réponse. Je ne pourrais pas apporter de complément de réponse, en fait, vraiment précis. Tout dépend bien sûr des dégradations. Alors, on a une autre proposition plus
directe, c'est à ce moment-là de ne pas du tout protéger ni emballer les objets en PVC quand on les stocke en longue durée. Je vais peut-être me permettre de laisser Gilles Baraban répondre à cette question, parce qu'il est à mes côtés. Oui, parce qu'on avait un petit aparté justement du côté pool modérateur à ce propos. Donc, mon sentiment est qu'il y a une nécessité de mettre les objets hors poussière, surtout s'ils sont collants, parce qu'après on se retrouve avec des dépôts peu ragoûtants, mélange de matières avec des phtalates huileux et de la poussière agglomérée. Donc il y a une nécessité de protéger. Par ailleurs, ce que montre aussi d'une certaine manière la thèse menée par Adeline Royan, c'est qu'un conditionnement fermé, ça, je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit, mais un conditionnement fermé pour le PVC, en tout cas c'est un des rares plastiques peut-être pour lequel on pourrait donner ce conseil s'il n'y a pas de déhydrochloration, un conditionnement fermé est préférable à un conditionnement ouvert, parce que le conditionnement ouvert va favoriser la migration des plastifiants. Et je profite également pour rebondir peut-être sur une remarque qui est en même temps une question, c'est que dans les matériaux de conditionnement qui ont été testés, oui, je sais, j'abuse de mon pouvoir, on a le papier de soie. Donc c'est un papier parmi d'autres, mais il y a bien d'autres types de papier d'emballage qui nécessiteraient peut-être une étude complémentaire et comparative sur quel papier ou quel type de fibre cellulosique serait le plus recommandé ou plus recommandable pour un emballage des matériaux en PVC, quel que soit leur état de dégradation. Si je peux juste me permettre aussi un petit complément de réponse, c'est que oui, on pourrait se dire que ce serait la meilleure solution, sauf qu'en vrai, pour n'importe quel prêt, de toute façon, l'objet, le vêtement, l'œuvre doit en général quand même être emballée, et sinon, elle défaut de toute façon, elle se retrouve en contact avec des mousses de calage, et ces mousses de calage, on retrouve donc le polyéthylène. Donc, enfin, on se retrouve, enfin, c'est déporter un peu le problème en fait. Enfin, on a de toute façon globalement toujours besoin de mettre un matériau en contact, même si on sait que le mieux ce serait de ne rien mettre en contact. On se retrouve toujours en général dans la gestion des collections à devoir le faire à un moment donné. Et comme on sait en plus que le nettoyage est possible, le papier de soie, pour le coup, devient, même si on se retrouve avec des fibres de papier de soie collées à la surface des matériaux, on sait que certaines techniques de nettoyage n'engendrent pas de dégradation importante et qu'on peut donc finalement nettoyer ces petites fibres qu'on retrouve collées à la surface des PVC. Donc, voilà. De toute façon, il faut trouver un compromis à chaque fois. Merci. Il y avait d'autres questions dans la salle de la part de Sylvie Rabel. En fait, bonjour, c'est pas tout à fait une question, c'est un complément de réponse à ce qu'a dit Gilles. Et c'est plutôt sur ma casquette conservation préventive, c'est-à-dire que je pense qu'il faut dissocier la protection à long terme de la protection à court terme. Le court terme, c'est le transport. On peut se permettre des matériaux qu'on ne peut pas se permettre à long terme. Et effectivement, dans ce cas-là, les papiers de soie et autres sont utiles. Et dans le long terme, il y a quand même quelque chose auquel moi je tiens beaucoup en conservation préventive, c'est une pensée globale. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à protéger individu par individu, pensons au rayonnage fermé, et donc métal et verre. Et là, on rejoint l'étude d'Adeline Royan et celle de Sergi Pontoise de manière globale, qui est quand même de dire que la meilleure des protections, c'est l'inorganique, si je comprends bien les conclusions, puisqu'on parle de verre, mais c'est quand même l'inorganique, et c'est de limiter les échanges. Donc, si on pense rayonnage avec vitrine fermée, on pense global, on protège et on n'est pas en matériau contact direct. Donc, je pense que c'est la logique du recul de la conservation préventive qui vient finir ce que disaient Gilles et Clémentine, qui est de réfléchir à la situation globale et au temps de contact et de ne plus penser à la protection individuelle, mais à une protection plus généralisée quand on est sur du long terme. Je peux juste ajouter quelque chose. Ouais, allez, vas-y. Je rebondis. Non, parce qu'en fait, il y a aussi quand même certaines collections qui ne peuvent pas stocker sur des rayonnages et qui ne stockent pas. Voilà. Et en fait, moi, il y a deux cas de grandes collections qui stockent leur collection dans les caisses de transport.
Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas, la solution idéale, il faut trouver en fait une parade à des situations qui ne sont pas idéales parce que la réalité est tout autre que celle qu'on voudrait. Alors justement, on a d'autres questions sur le forum, sur d'autres matériaux qui sont généralement utilisés dans le conditionnement. D'une part, le bondina, mais qui est un polyester, un non-tissé de polyester. Donc, je crains que la réponse soit la même que pour les autres polyesters que nous avons vus. Et une autre proposition, c'est de mettre en place un papier de soie entre l'objet et le matériau de conditionnement, qui pourrait alors être un matériau de conditionnement plastique. Est-ce que c'est quelque chose que vous privilégieriez ? Oui, mais je ne vois pas trop l'intérêt de mettre le matériau plastique en plus. Donc, on considère que le papier de soie suffit. Ah, une mousse de calage, par exemple. Oui, bon, oui. Et on avait donc une autre intervention dans la salle. Moi, j'avais juste une question, mais peut-être à la base. Et aussi... est-ce qu'il vaut mieux, quitte à choisir, si on a un PVC qui est forcément en contact avec lui-même, justement dans un conditionnement, le laisser en contact avec lui-même, quitte à avoir l'apparition d'exudats et une surface collante et le laisser coller à lui-même, plutôt que de mettre un matériau en interface pour éviter qu'il ne colle à lui-même. Excusez-moi, je me permets de vous couper. En fait, on ne vous entend plus, donc je vais vous demander simplement de reprendre votre réponse, mais avec le micro. Merci beaucoup. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il vaut mieux laisser, si c'est un matériau PVC en contact avec lui-même, mais de composition uniforme, le laisser en contact avec lui-même. Normalement, il devrait y avoir peu des phénomènes de diffusion. Si par contre, il est constitué de plusieurs éléments, si ces éléments ont des concentrations de plasticiens différentes, vous allez avoir au fur et à mesure du temps un échange jusqu'à arriver à une distribution uniforme du même taux de plastifiant et des mêmes types de plastifiants dans le matériau. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est dans le phénomène de nettoyage, je suis d'accord avec ce qui a été dit. La seule chose, c'est si vous avez un mécanique, et en fait, nous faisons ce genre de test pour voir la compatibilité. Si vous avez une boucle comme ça avec notre matériau, et si le plastifiant n'est pas compatible, vous allez voir après quelques jours des gouttelettes à ce niveau-là. Si vous enlevez ces gouttelettes et vous maintenez la boucle, vous allez de nouveau voir du plastifiant qui va arriver. Si j'enlève la contrainte mécanique, je laisse le matériau à plat, vous allez voir le plastifiant va re-rentrer dans le matériau. Parce que le plastifiant a beaucoup d'affinité pour le PVC, on va rentrer. Donc, dans certains cas, si vous n'avez pas de contrainte mécanique, le fait de nettoyer va arrêter le phénomène ou va le ralentir parce qu'au fur et à mesure que vous perdez du plastifiant, la matrice PVC, les chaînes PVC vont avoir tendance à s'attirer de nouveau. Donc, ça va ralentir le phénomène de diffusion. Si par contre, il y a toujours une contrainte mécanique, où le fait de l'enlever libère l'espace, vous allez de nouveau avoir une diffusion qui va se faire. Donc, c'est assez compliqué. On peut partir sur le principe du coup que sur une très grande pièce, même PVC, le plastifiant est vraiment réparti de manière uniforme. Oui. Donc, il n'y a pas de risque justement d'une espèce de mise à l'équilibre à des endroits où il serait moins présent que d'autres. Ou si vous mettez, c'est pas un poids d'un côté, ou vous l'attachez d'une certaine manière, alors vous impliquez éventuellement. Par exemple en présentation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou d'autres interventions? Une question, et peut-être que monsieur, vous n'êtes pas obligé de nous répondre tout de suite, ça vous nécessite un peu de réflexion. Peut-être que ça peut être sujet à débat tout à l'heure. Mais moi, je rebondis tout de suite à ce que vous venez de nous dire sur le fait que le plastifiant va re-rentrer dans la matière. Est-ce que dans cette logique, on peut s'imaginer arriver à terme, développer des techniques où on vient replastifier des plastiques qui ont perdu du plastifiant? Pardon, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour la réponse. À mon avis, ça va être compliqué parce que pour replastifier, c'est des taux importants. Quand j'ai dit que le plastifiant rentrait, il s'agit de ce qui a exudé, qui a à peu près, qui donne l'effet collant. Hein, ça peut être des petites gouttelettes, mais si vous avez perdu beaucoup de plastifiant, ça va être compliqué à dose microscopique, mais
C'est un phénomène. L'autre chose, je voulais attirer l'attention, et ça m'a frappé aussi dans les collections Courrèges. N'oubliez pas que vous parlez aussi de matériaux hybrides, hein, parce que quand vous montrez des chaussures, la semelle de cette chaussure, elle a été collée avec des cols. Ces cols contiennent souvent des solvants aromatiques. Donc, quand vous collez, en fait, le matériau PVC est en contact avec ces solvants qui sont extrêmement agressifs par rapport au PVC. Et au fur et à mesure du temps, vous avez ces phénomènes. Vous avez des migrations d'adhésifs. Vous avez dit, on a des endroits où on a une étiquette. L'adhésif, effectivement, a tendance à avoir une affinité importante pour le plastifiant. Donc, c'est là que vous allez aussi avoir des phénomènes d'interfaçage. Donc, malheureusement, vous avez des matériaux hybrides. Et enfin, la dernière chose qui m'a aussi frappé dans les matériaux Courrèges, ça a été fait par des industriels qui n'ont pas nécessairement pensé à l'application. C'est-à-dire que si on me demandait une formulation pour un vêtement, il ne me viendrait jamais à l'idée de recommander de mettre un stabilisant UV parce que vous me dites la durée de vie d'un vêtement est telle que ce n'est pas nécessaire. Mais si vous en faites un objet de collection sur des durées importantes, bah, j'aurais mis un stabilisant UV parce que vos effets de dégradation potentielle peuvent venir de là. Et le dernier élément que je voudrais dire, et je ne prétends pas là avoir la solution miracle, mais j'ai vu dans ma carrière, donc ce que je disais ce matin à monsieur, c'était des phénomènes de jaunissement dû au fait qu'un article PVC se trouve à l'abri des rayons UV. Ça existe aussi, et j'ai eu beaucoup de cas dans ma pratique professionnelle qui sont de cet ordre-là. Donc je me demandais, certains des jaunissements, est-ce que ce n'est pas simplement dû au fait qu'ils sont trop bien conservés? Alors ça paraît paradoxal de vous dire sortez vos œuvres, etc. Mais je voudrais, dans certains cas, ça vaudrait peut-être la peine de voir s'il n'y a pas ce genre de phénomène. Parce que c'est assez pernicieux, hein, plus vous les protégez, et en fait, plus vous avez un effet de vieillissement qui se produit. Alors, on va faire juste, avant la pause de 20 minutes, une dernière petite intervention de Clémentine Bollard. Oui, je voulais juste réagir à la question de Sylvie Ramel à propos des possibilités de replastification, parce que j'ai assisté à la journée de restitution du projet Apache qui a eu lieu au musée du Quai Branly il n'y a pas très, très longtemps, il y a quelques semaines, qui est donc un projet de recherche européen plutôt axé sur des mesures de conservation préventive. Et il y avait un des partenaires, alors je crois que c'est une université suédoise, mais qui était donc partenaire de ce projet, et qui m'avait indiqué qu'ils ont fait des essais de replastification du PVC justement, mais que le souci qu'ils avaient, c'est qu'en fait, et ben justement comme disait monsieur, en fait, il faut en mettre de très petites quantités parce que eux, visiblement, en fait, au lieu de redonner en fait un petit peu de propriétés, enfin les propriétés mécaniques qu'on attend des PVC plastifiés, c'est que le PVC était devenu très, très plastifié, très, très bon. Donc, il y a des gens qui font des essais. Après, pour les objets, est-ce qu'on irait jusqu'à tenter ça sur, je ne sais pas moi, un fauteuil gonflable qui a perdu, qui s'est rigidifié? Est-ce qu'il vaut mieux l'avoir rigidifié comme ça ou l'avoir tout d'un coup chewing-gum tout mou, informe? Voilà. Mais il y a des gens qui essayent. Sur cette petite note d'espoir, Oui. on va effectivement faire une petite pause de 20 minutes. On se retrouve à 15h40 pour la suite des interventions et d'autres études de cas en conservation-restauration. À tout à l'heure.